OK, donc bonjour tout le monde. Moi, je suis Stéphanie Camps, je suis RH de formation et j'ai occupé le poste de directrice du développement de la richesse humaine chez Nicomatic, donc DRH que j'ai un peu remasterisé vu le contexte de l'entreprise. C'était vraiment un souhait pour moi en tant qu'RH d'aller explorer concrètement qu'est-ce que c'est qu'un RH dans une organisation responsabilisante. Et depuis, j'ai évolué et maintenant j'œuvre en dehors de Nicomatic pour accompagner, aussi des structures vers, ce mode de management. Et aujourd'hui, je témoigne pour Nicomatic de ce que j'ai apporté chez Nicomatic avec Alexandre. Alexandre, je te laisse la parole. Merci. Bah, moi, je m'appelle Alexandre, je suis, régleur, technicien sur presse et on fait partie d'un mini atelier qui s'appelle La Découpe au sein de Nicomatic et on a été les premiers à être dans l'entreprise, responsabilisante et autonome. Donc on a été accompagnés. Moi, quand je suis arrivé, ça fait 7 ans à Nicomatic, ça avait déjà commencé, les graines avaient déjà été poussées, bah, et plantées plutôt. Donc ça évolue et ça continue d'évoluer comme tout le monde, les erreurs, les échecs, les belles réussites aussi. Donc non, non, c'est cool. Très content en tout cas d'avoir découvert, cette façon de travailler. Le Super. témoignage qu'on va vous faire aujourd'hui, c'est vraiment comment cette équipe, hein, l'équipe d'Alexandre, l'équipe Découpe, donc qui est une équipe de production, a évolué vers l'autonomie, dans cette organisation responsabilisante. Donc pour placer un petit peu de contexte, on vous parle de Nicomatic. Donc Nicomatic est une entreprise industrielle située à Bon-en-Chablais, en Haute-Savoie. C'est une entreprise qui est, internationale. Il y a à peu près, je crois 14 ou 15 filiales, à l'international et le site mère est à Bon-en-Chablais. C'est à peu près 600 personnes dans le monde et l'activité principale de Nicomatic, c'est des connecteurs dans, les domaines de l'armement, dans, l'aviation, dans le nucléaire, voilà. Donc quand même des environnements assez sollicitants. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, les environnements sollicitants ou assez normés, parce qu'on a les normes ISO et cetera, est complètement compatible avec une organisation, responsabilisante. Donc la démarche a été lancée en 2012, et l'idée, c'était pourquoi cette démarche? En fait, pour 2 points. C'était un de remettre le client au cœur de l'organisation et c'était aussi, de faire face comment dire? À la main-d'œuvre low cost qui était présente dans les filiales de Nicomatic, par exemple la filiale indienne. Et donc les dirigeants se sont demandé comment on pouvait, concurrencer justement cette main-d'œuvre low cost en utilisant tout le savoir-faire et le savoir-être des collaborateurs français qui ont un niveau d'éducation minimum, parce qu'on va au moins à l'école jusqu'à 16 ans. Et du coup, comment on «exploite» entre guillemets, parce que j'aime pas ce mot, mais toutes ces qualités qu'ont les travailleurs français. Et donc c'est comme ça que la démarche est venue et cette démarche, elle a été faite de manière implémentale. C'est-à-dire que les dirigeants n'ont pas choisi de faire une grande messe en disant: «Voilà, on va être une entreprise, responsabilisante ou entreprise libérée, on va faire ça» et cetera. À l'inverse, ils ont gardé plutôt leur intention secrète et ils ont choisi de mener ça, par des actions, par des grandes actions et notamment autour de la confiance. Ils se sont dit: «Pour que les collaborateurs aient confiance, il faut qu'on leur donne confiance». Et donc voilà, toute la démarche est partie, comme ça. Donc là, ça fait maintenant plus de 10 ans, hein. Les 10 ans ont été fêtés d'ailleurs, début Ouais. octobre. Hem, voilà pour le contexte Nicomatic. Au niveau de la, des coupes, de l'équipe des coupes, donc ça a été la première équipe à, aller vers l'autonomie. En fait, ça a été un peu l'équipe test. C'est avec eux que les dirigeants ont expérimenté qu'est-ce que ça pouvait donner si, on laissait plus de pouvoir, si on laissait plus de liberté, plus d'autonomie à une équipe de production. Et petit à petit, cette équipe, en fait, a eu un manager qui était, comment dire? Dispatché sur une autre enfin, qui était aussi manager d'une autre grosse équipe. Il était assez peu présent sur l'équipe des coupes et petit à petit, justement, cette équipe a dit: «Ben, comment on peut prendre plus de décisions nous, parce que notre manager est peu présent et on en a marre d'attendre et etc. Et comment on peut être plus efficace?» Donc ça a commencé comme ça, par une demande de leur part
Et puis, petit à petit, quand le manager a évolué sur autre chose et qu'il est parti de cette équipe, l'équipe a demandé l'autonomie. Et c'est là où moi je m'arrête et je vais rendre la parole à Alexandre pour qu'il nous explique un peu comment eux, entre eux, ils ont pris cette décision d'aller vers l'autonomie. Donc il y a eu une concertation en 2019, une envie collective. On était, comme dit Stéphanie, en attente du manager pour les prises de décision au sein de l'équipe. Et nous étions déjà autonomes sur des missions métiers, sur l'organisation du travail, ainsi que sur certaines missions de pilotage, sur les revues par exemple, et aussi les réunions d'entraide. Et pour faciliter la décision et la découverte des fonctions d'entreprises libérées, on a sollicité des sociétés qui le faisaient déjà, comme Gore-Tex et Haute-Savoie Habitat, qui nous ont permis de voir ce que c'était en fait ceux qui avaient déjà éprouvé le concept. Et du coup, À toi. concrètement, ouais, à qui vous avez demandé? Comment ça s'est passé quand vous avez demandé, tiens, on veut être autonome? Donc c'était passé par le comité de direction, les responsables de flux, production et design, pour que ça voir ce qui risquait d'impacter ou non la production et la libération de nos produits en tout cas. Et ça a été quoi la réponse de cette direction? Bah, ils étaient d'accord pour qu'on expérimente cela avec un manager présent à 20%. Et après, il est de rester plus que 5% du temps. Et après, on est passé en expérimentation le sans manager. Et chacun de l'équipe ont pris des fonctions, des missions. Alors, si on rentre un peu dans le détail Ah, tu voulais poser une question, non? Mais c'est pas grave, je vous en prie, continuez. Ok, soit on déroule et puis tu gardes Oui, ta question, hein? On va oui, faire ça. on va Ok, plutôt ça être marche. ça, ouais. Ok, ça marche. Donc, si on revient un petit peu sur les grandes étapes de l'accompagnement de cette équipe, parce que du coup, bah, moi, j'étais en soutien à l'époque, comme j'étais en RH, j'ai été en soutien de cette équipe. Et c'est vrai qu'à l'époque, on l'a fait un peu, moi, je l'ai fait un peu au ressenti, parce qu'il n'y a pas une méthodologie qui explique comment mener une équipe vers l'autonomie. Et donc, on était en test and learn, ce qui est vraiment la culture de Nicomatic. Et donc, on baigne déjà dans cette culture, on a le droit à l'erreur, on a le droit d'expérimenter, d'apprendre, etc. Et donc, on l'a fait vraiment en mode test and learn. La première étape qu'il y a eu, et Alexandre en a parlé un petit peu, c'est, enfin, nous, on a décliné l'autonomie en plusieurs grandes étapes, en plusieurs autonomies. La première autonomie, on va dire la plus facile, c'est l'autonomie opérationnelle. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Alexandre, à la découpe, l'autonomie opérationnelle? Bah, notre ME, elle est organisée autour d'un métier et on a des fonctions support qui sont la qualité, l'achat, la planification, la sous-traitance, qui sont déjà intégrées au sein de l'AMU et les techniciens ont pris des tâches fonctionnelles en plus des tâches métiers. Je Et, t'en et- prie. ouais, comment ça s'est organisé Bah, pour concrètement? gagner en réactivité, on a eu une concertation avec l'équipe et le désir de chacun de reprendre des tâches transverses selon ses aspirations sans pénaliser la production. Et pour cela, on s'est rattaché à un tableau de polyvalence pour essayer de quadriller en fait et qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, comme on pourrait dire. En fait, les mini-usines chez Nicomatic, c'est un peu des UAP, mais comme c'est des UAP très petites, parce que ben, le nombre de personnes est pas important, en fait, les fonctions support ont été décentralisées sur les techniciens de production eux-mêmes. Donc, en fait, ils ont à la fois leur mission et en plus une mission qualité, une mission achat, une mission planification, etc., etc. Parce qu'on ne pouvait pas embaucher sur 6 ou 7 personnes qui sont, on n'avait pas embauché un qualiticien, embauché un tech de planification, etc., etc. La deuxième étape d'autonomie, enfin le step d'après, c'est l'autonomie managériale. Et c'est là où, là, on monte d'un step. Quand on parle d'autonomie, l'autonomie managériale, c'est un gros, gros morceau. Est-ce que tu peux nous dire, Alex, en quoi ça consiste chez vous? Bah, on participe au process RH, donc on est acteur dans le mode de recrutement, le choix des CV. La vie de l'équipe compte sur l'arrivée d'une nouvelle personne. On organise aussi cela autour d'entretiens individuels. Et l'équipe fait des 360, essaie de faire des feedbacks. Et aussi pour la rémunération, on a essayé de mettre en place des méthodes pour l'attribuer, avec un groupe de travail et des critères et des montants déjà définis par la direction en tout cas. Donc là, le travail,
le travail que j'ai fait avec eux, ça a été de dire, OK, comment on se réapproprie les processus RH en collectif? Et donc, le choix qui a été fait par l'équipe, donc déjà, step 1, c'était pour moi de leur donner du sens sur tous ces processus, parce que c'est que par le sens qu'on peut s'approprier un nouveau comment. Donc, on a détricoté tous les processus RH. Et si je prends par exemple l'exemple des entretiens, l'idée, c'était pas de suivre la trame telle qu'elle était faite pour un manager, mais c'était de créer un nouveau processus d'entretien individuel dont le sens était qu'il fallait que chaque individu et chaque personne de l'équipe ait un suivi, un temps d'échange où il puisse parler de son bilan de l'année, qu'il puisse parler de ses besoins, etc. Donc ça, on est vraiment resté sur le sens et on a retravaillé ensemble les processus. Et ce qui a été important pour eux, enfin la manière dont ils l'ont fait, c'est qu'ils se sont mis à chaque fois en binôme sur des processus, par exemple un binôme sur le recrutement, un binôme sur les entretiens individuels, un binôme sur la rémunération. Et ce binôme avait comment dire, la délégation des autres pour pouvoir faire une proposition à l'équipe d'un nouveau processus. Et à chaque fois, le processus, on l'a testé et on a revalidé avec l'équipe, est-ce que c'est bien OK que ce processus, enfin, est-ce que le processus fonctionne et est-ce qu'on le garde tel quel? Le step d'après de l'autonomie managériale, c'est ce que nous, on a appelé l'autonomie stratégique. Alors, Alex, tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que l'autonomie stratégique? Comment ça Bah, il a fonctionne? fallu qu'on définisse des axes, donc production, évolution technique, exploration et vie de la mini-usine. En fait, chaque équipe chez Nicomatic, ou chaque manager à l'époque, définissait sa propre stratégie pour son équipe. Et donc, cette mini-usine sans manager a dû apprendre à constituer, à construire une stratégie. Donc, vous imaginez, quand même, c'est des techniciens, hein, là-bas, c'est des techniciens de production dont le métier, c'est de travailler sur des presses. On leur demande d'intégrer des fonctions support, puis on leur demande d'intégrer des fonctions managériales, et puis on leur demande d'intégrer des fonctions stratégiques. Donc, vous imaginez le gap de compétences et de prise de recul qu'il faut pour faire ça. Et donc, chez Nicomatic, la stratégie, elle se construit, en fait, elle est à la fois top-down et bottom-up. C'est-à-dire que le comité de direction groupe donne les grands axes et la vision de Nicomatic Group, et chaque collectif, à partir de cette vision, construit sa stratégie. C'est-à-dire que chaque collectif décide, OK, selon les axes qu'a défini, que nous a dit Alex, comment, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire cette année-là avec mon équipe? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les budgets aussi, Alexandre? Parce que dans la partie stratégique, on intègre la partie budgétaire. Oui, tout à fait. Bah, en fait, avant, c'était le manager qui avait une carte de service. Donc la carte de service, elle a été, donnée, en responsabilité à l'AMU. Donc il y a un de nous qui a pris la carte de service pour les petits achats du quotidien qu'on a besoin pour le bien-être de l'AMU. Et puis après, Et on a tout ce qui est, gros investissements. Là, on passe, bien sûr, par des devis, par des, ROI pour le retour sur, investissement et c'est validé par la direction. C'est une machine ou, des vraiment des gros achats, comme ferait le manager. Et ce qui peut être intéressant, l'anecdote que tu m'avais partagée il y a quelques mois, Alexandre, quand vous aviez eu des investissements à faire et que vous êtes parti négocier chez un fabricant, comment vous avez été reçu? Tu peux expliquer? C'est Le intéressant, je négatif, trouve. tu veux dire le côté un peu Tu sais, négatif? par rapport à votre carte de visite, tu te rappelles l'anecdote que tu m'avais dit, qui voulait pas négocier avec vous parce que vous Bah étiez oui, pas parce des que, acheteurs? on n'est pas un acheteur, en fait. Sur la carte de visite, c'est marqué dans mon cas, c'est marqué technicien presse, je suis pas acheteur. Donc en fait, on perd en crédibilité parce que on n'est pas assez nombreux à être dans ce cas-là. On peut se dire c'est les gens de terrain qui vont choisir d'acheter cette machine ou une autre machine. Les gens, ils sont habitués à passer par un acheteur qui va faire son travail d'acheteur. Ils pensent que nous, on n'a pas la capacité de négociation et de valider un projet. Juste, je modifie la question d'après, Alex, parce que j'en ai parlé, mais est-ce que tu peux nous dire comment vous avez présenté à la direction votre stratégie? Moi, je me rappelle,
de votre Comment? présentation avec... C'est-à-dire que là, tu as changé la question? Je suis perdu Oui, dans mais mes fiches non, alors. mais rappelle-toi, j'ai un truc en tête précis. Vous aviez fait une présentation de votre stratégie à la direction, parce Oui. qu'ils ont quand même travaillé sur le positionnement de leurs produits. Il y avait un produit qui était plus ou moins en fin de vie. Il y avait vraiment une stratégie produit à avoir. Donc, pour montrer juste le niveau dans lequel ils sont, hein. Mmh. On est limite sur des directeurs marketing, quoi. Enfin, alors, ils se sont appuyés de la partie marketing et commerciale, mais quand même. Et du coup, vous aviez fait une présentation et après, il y avait un petit pot au sein de votre atelier. Tu te rappelles de ça? Tu peux nous en parler ou c'est... Il faudra que tu m'aides parce que la dernière présentation qu'on a faite, c'était la stratégie pour l'achat des nouvelles machines. Que je me Eh ben, souviens parle de bien ça. après. Eh ben, parle de ça. Alors, vas-y. D'accord. Eh ben, on est allé, on a pris contact avec un fabricant de machines. Donc là, on sort un peu de notre cadre, de notre liste de questions et on est encore très bien accompagné par eux. Parce que c'est des gros investissements, il faut penser que c'est 700 000 € une machine, hein. Donc là, on va en remplacer 2. Donc on a fait toute une présentation, ça a été validé par la direction et après on a présenté ça à l'ensemble de Nicomatic. Donc on était, devant un parterre de personnes qui étaient invitées, des personnes qui étaient en visio et on a eu l'aval de la direction pour poursuivre la démarche et puis investir, dans de nouvelles machines. Parce que notre parc étant très vieillissant, il a 20 ans, il était temps de pouvoir, évoluer et aussi permettre peut-être d'intégrer des nouveaux produits beaucoup plus récents. Parce que là, on tourne encore sur des gammes de produits qui sont, pas dire vieillissants, mais voilà, on n'est plus aussi performant qu'avant et on aurait du mal à satisfaire le besoin de nouveaux produits, à cause de machines qui sont, au maximum de leur capacité, en tout cas. Donc Mais c'est ce vrai qui que est c'était intéressant, très pardon. impressionnant. Non, vas-y, je t'en prie. Vas-y, non, fini. Je Et ce rajoute qui un truc était après. impressionnant, c'est on parle devant, notre directeur, qui était là, le directeur du site. On avait le directeur du groupe qui était en visio et c'est vrai que la pression est voilà. J'ai pas dit que qu'on tremblait, mais on en était quand même pas loin parce que c'est très impressionnant devant, bah, les personnes du CODIR, quoi, hein, faut être honnête, hein. Plus des personnes normales, des gens qu'on côtoie tous les jours et c'était très, très intéressant comme parcours. Et après ça met du temps parce qu'on les aura seulement, début 2024. Mais c'est des gros investissements, il faut faire des tests, on lance pas 700 000 €, donc 2 machines, ça fait 1,4 million comme ça, sans être vraiment sûr qu'on ait tout bouclé et qu'on ne pénalise pas nos produits actuels et qu'on soit prêt pour accueillir les prochains produits. Vas-y. Ce qui est juste intéressant, en fait, c'est la posture de responsabilisante, de proactivité. C'est-à-dire que dans une entreprise classique, on entendrait les techniciens se plaindre que leur parc machine est vieillissant. Chez Nicomatic, c'est OK, tu veux renouveler tes machines, bah, montre-moi ta stratégie derrière. C'est pas juste j'ai envie d'avoir des machines neuves parce que c'est plus confortable pour moi. Ils ont travaillé vraiment. Qu'est-ce que vont nous permettre ces nouvelles machines? Qu'est-ce que ça va apporter comme valeur, comme chiffre d'affaires à Nicomatic? Donc, c'est vraiment cette posture de proactivité à un niveau stratégique. Donc, voilà les 3 niveaux d'autonomie qu'on Et a si définis. je peux Oui, juste vas-y, me permettre là, vas-y. on a dit, il y a quelques minutes en arrière comme quoi on n'était pas pris au sérieux parce qu'on était que des techniciens. Donc ça, c'était un fabricant de machines et sur celui chez qui on est, il n'y a pas eu cette barrière. Ils ont très bien compris qu'on était, des techniciens, mais c'est nous qui disions, «Oui, celle-là nous intéresse ou pas» et après on vend ça à la direction. On a eu moins de contraintes, on a eu beaucoup d'échanges en visio, on est allé chez eux plusieurs fois. Donc là-dessus, on sent qu'il y avait vraiment un vrai accompagnement et ils ont pas dit: «Bah non, vous êtes des techniciens, on veut pas vous voir». Donc ça franchement, la deuxième expérience était beaucoup plus enrichissante que la première où c'était plutôt: «Bah non, mais il est où l'acheteur?» Voilà. Excuse-moi Stéphanie. Non, il y a pas de mal. Pour poursuivre donc sur les points clés de l'accompagnement, de cette équipe, en fait, quand j'ai accompagné, moi, je vous disais, je l'ai fait un peu à l'intuition et après coup, j'ai, modélisé, finalement les grandes étapes et comment je l'ai fait et finalement, l'accompagnement de cette équipe s'est fait sur 3 axes. La partie structure, c'est-à-dire autour de la raison d'être et de la stratégie de l'équipe. Une grosse partie sur la cohésion de l'équipe et la troisième partie sur son fonctionnement en termes de rôle et responsabilité. Donc, quand je vous disais les grands points clés, la première, c'était de les accompagner. On ne les a pas laissés seuls en autonomie en disant bah, OK, vous voulez être autonome, vous vous débrouillez. Non, il y a eu beaucoup d'accompagnement de différentes personnes. On a beaucoup travaillé donc leur cohésion d'équipe en interne et en externe, avec typiquement des formations comme Processcom sur les canaux de communication
comment je me comprends moi-même pour comprendre les autres. Ils ont été formés au feedback, ils ont été formés à la prise de décision en collectif, ils ont participé à des séminaires à l'extérieur, ils ont fait de l'équipe-coaching, ils ont fait des rétex, ils ont travaillé la vision. Enfin voilà, il y a eu tout un accompagnement pour que ce soit possible de travailler en collectif avec des outils, en fait. Donc, on les a outillés pour qu'ils apprennent à mieux travailler ensemble. En tout cas, à ne pas avoir un organe, enfin un organe ou une personne qui régulerait leurs relations. Le deuxième point, c'est de basculer vers une posture proactive, et c'est tout ce qu'on vous a expliqué, donc je passe assez vite, mais c'est vraiment cette proactivité. Un troisième point clé qu'on a vu aussi, qu'on n'avait pas pensé, hein, qu'on n'avait pas anticipé, c'est de gérer les leaders naturels. Parce qu'au départ, on s'est dit, OK, autonomie, tout le monde est au même niveau, etc. Et très vite, sont apparus des leaders naturels. Alors, Alex, est-ce que tu peux nous en parler de comment on a géré ça? Bah, c'est vrai qu'il y a 2 personnes qui se sont, un peu détachées à ce niveau-là, autant avec ce leadership naturel. Donc ils ont été nommés, on en a parlé avec eux, on a communiqué et on a essayé de faire des retours pour pas qu'ils soient trop directifs et qu'ils soient plus dans la collaboration. Parce qu'en fait, faut pas qu'on retourne dans un schéma, traditionnel pyramidal, en fait. Ils sont à notre niveau, à part qu'ils ont juste, cette petite, sensibilité ou cette petite envie, en fait, d'être plus, pilote du bateau que mécanicien, en fait. Dans les grands points aussi, c'était, alors je passe un petit peu vite parce que je sais pas au niveau du timing comment on est, mais Il reste 10 euh, minutes, donc c'est bon. non, mais du coup, j'ai besoin. Alors, je vais passer un peu vite, Alex. Vas-y, Un vas-y. des autres points, il y avait respecter le rythme. C'est-à-dire, quand on accompagne à l'autonomie, on n'a pas un timing défini. On se met au rythme des personnes et de leurs possibilités. Et le dernier point, c'était de ne pas avoir un objectif prédéfini. On est parti avec l'idée d'expérimenter l'autonomie, mais on n'avait pas un objectif timé. Voilà. Merci. Si on passe sur les succès, donc les succès, donc le premier grand succès, c'est sur l'organisation, la priorisation et par exemple la gestion des congés en autonomie. Alors, Alexandre, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe? Bah, Partir. Nicomatic, ne ferme pas. On est ouvert toute l'année, il y a que les jours fériés qui sont comme on indique, où Nicomatic est fermé. Donc le reste du temps, on s'organise avec l'équipe pour pas pénaliser la production. Toujours qu'il y ait quelqu'un dans son cœur de métier, donc moi je suis technicien presse, j'ai des collègues qui sont outilleurs, pour toujours qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir, couvrir un peu le risque, quitte à produire plus avant pour, garantir en fait les périodes de vacances où on sera en sous-effectif. Mais on s'arrange comme ça et c'est vrai que c'est une pratique qui est, moi j'apprécie énormément en tout cas, à ce niveau-là. Concrètement, ça se passe comment? Comment vous faites pour les congés? Ben, on fait de la gestion individuelle, on fait de l'affichage aussi, ceux qui choisissent leurs vacances. Ceux qui savent, ils le posent tout de suite, du visuel, de l'oral, tout en sécurisant en fait la production. Et il y a eu une année où ça s'est pas très bien passé, de mémoire. Oui, il y a une Ou année où, il y a eu si tu peux en parler, ben, c'est intéressant parce qu'on a appris de ça. Donc, comment ça s'est bah passé? en fait, il y en a qui avaient déjà anticipé des congés en fait, donc se retrouver la période d'été avec des locations qui étaient déjà en cours et on s'est retrouvé pendant un moment où on était, en très, très grand sous-effectif et tout. Donc il y a eu des soucis. Après surtout que ça rattaque la rentrée, les gens reviennent et tout, on avait eu des problèmes, donc c'était vraiment pas une bonne période et c'est vrai que la reprise a été un petit peu chaotique quand même. Il y avait beaucoup de tensions parce que, bah, il y en a, il y a eu des reproches de sortie sur ceux qui étaient présents, voilà, c'était compliqué, ouais. Mais on apprend de nos erreurs en fait, hein, parce qu'on pensait mais c'était vraiment, vous savez, on a eu un tsunami, on a eu un tremblement de terre, on a eu plein de trucs en même temps et c'est vraiment arrivé là et on était vraiment, ouais, c'était compliqué, c'était pas fun. Je pense Stéphanie, elle pourra vous le dire. Quand elle passait nous voir, elle sentait qu'il y avait un peu de la tension quand même. Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les leaders sont partis en congé en même temps. Et en fait, il y a eu un défaut de prise de décision sur une situation exceptionnelle qui s'est produit sur les congés. Et en fait, ben, il y a eu incompréhension des deux leaders quand ils sont revenus de dire bah, pourquoi vous n'avez pas décidé. Et en fait, il y avait une mauvaise répartition de la polyvalence et notamment décisionnelle. Voilà ce qui s'est, enfin, si je résume un peu ce qui s'est joué. Euh, et du coup, voilà, c'est pas parce que chacun a, comment dire, l'équipe
est à plat, que chacun a forcément le même rôle et les mêmes capacités, etc. Donc, il faut bien tenir compte de ça. On n'est pas tous pareils, hein, on est des êtres humains différents. Et du coup, c'est pas parce que sur le papier, l'équipe est en cercle que dans la réalité, c'est ça qui s'est passé. Donc voilà, là, c'est quelque chose qu'on a appris, par exemple, par rapport à ça. Un deuxième succès qu'on a, c'est le recrutement et l'intégration, parce que c'est réalisé par l'équipe. Comment ça se passe, Alex? Bah, c'est la MU qui choisit, en fait. Les RH nous apportent les CV, on les consulte, on fait venir les personnes pour faire la découverte des gens, en fait, voir s'ils nous correspondent et c'est nous qui choisissons ou pas. Après, ça repasse par le côté RH pour tout ce qui est salarié, rémunération, parce que ça, c'est leur domaine. Mais le choix de la personne, c'est l'AMU qui dit, oui ou non. Et Et du après coup, ce qui permet plus facilement de l'accompagner parce que vu qu'on l'a choisi, c'est pas quelqu'un qui nous a été imposé, si je peux me permettre. et quand ça se passe pas bien, Ben, on a eu à se séparer d'une personne, ouais. Mais ça, c'est très délicat, en fait. Parce que là, il y a eu une votation et tout, on a dû discuter pourquoi on la voulait plus. Pareil, il y a eu un petit groupe parce qu'on voulait pas être tous là face à la personne. Il y a eu un petit groupe qui a été formé pour pouvoir échanger avec cette personne, pour lui expliquer pourquoi ça allait pas. C'est passé par une première votation, on a dit: «Bah non», parce qu'on est tous humains, on n'a pas envie, bah, de dire à quelqu'un: «Non, tu ne travailles plus». Elle n'a pas été licenciée ni Nicomatic, elle a juste, elle a quitté notre ému pour aller travailler dans une autre ému, heureusement. Et en fait, cette décision a été prise la deuxième fois parce qu'on a vu que même ce qui avait été mis en place et ce qui avait été relevé comme point d'amélioration, la personne ne le faisait pas non plus. Donc malheureusement, le deuxième vote, bah, c'est passé parce qu'il y a pas le choix. L'équipe a vu que la personne ne faisait pas d'effort à ce niveau-là. ce qui était intéressant dans ce processus, c'est que moi, je les ai accompagnés en tant qu'RH sur ça, mais en fait, je n'ai pas pris la décision pour eux. Et à chaque fois, je les ai poussés dans leur retranchement pour qu'ils prennent la décision, eux, de dire on ne garde pas cette personne dans l'équipe. Et c'est vrai que ça a mis peut-être plus de 6 mois, hein, Mmh. parce que c'était compliqué pour eux de la prendre, alors que la personne n'a pas quitté Nicomatic, elle a juste changé de service, hein. Pour dire aussi que comme cette décision-là est compliquée quand on n'est pas manager et qu'on n'a pas l'habitude de les prendre. Donc voilà, c'était une petite anecdote. Et le troisième point, alors c'était dans les réussites. Je sais pas, maintenant, tu nous diras, Alex, c'est sur les entretiens annuels et les augmentations. Faut juste comment ça se passe maintenant? Tu dis Ou ce que comment tu ça se veux. passait à l'époque? Qu'est-ce Tu dis que comme tu veux. Tu peux dire les deux. Tu peux dire comment ça a évolué. Enfin bref. On n'a plus que bah, 5 minutes, donc tu fais assez ouais, court, mais donc tu peux parler de ce au que tout tu veux. départ, la direction nous a attribué une enveloppe qu'on a dû se répartir entre nous. Donc la première année, on a décidé de diviser, c'était plus simple, moins de pression. L'année suivante, on a eu de nouveau une enveloppe et on nous a dit: «Par contre, on veut pas que ce soit tout le monde». Donc l'équipe a mis en place, des feedbacks sur l'année, des objectifs qu'on avait choisi d'atteindre et comme ça l'équipe a pu voter, pour choisir, 2 ou 3 personnes qui méritaient une augmentation au vu de l'équipe, en fait. Et là maintenant Nicomatic a évolué encore et en fait on là cette année on a rempli une demande d'augmentation, mais, à un groupe, rémunération de tout Nicomatic, en fait. Donc on a pu faire de notre côté un petit feedback avec un membre de l'équipe, on a fait un feedback avec une personne extérieure à l'équipe avec qui on a des interactions, qui nous a appuyé en disant: «Oui, ça me plaît ce que tu demandes, oui, c'est mérité ou pas» et voilà, c'est différent. On verra ce que ça va donner parce qu'on n'a pas de résultat encore, donc on verra bien. Si on passe maintenant sur les difficultés, c'est quoi les grandes difficultés que vous avez eues, Alexandre? Mais en fait, les personnes qui ont pris les tâches managériales comme la planification, la pro matière et toutes ces choses qu'ils ne faisaient pas, ou même la qualité, bah, c'est une personne qui est retirée d'un autre service. Le premier qualiticien qui a évolué au sein de Nicomatic, il était technicien presse. Donc on s'est retrouvé avec une personne en moins à l'atelier. Parce que c'est une charge de travail c'est un plein temps en fait. Et ça a été pareil pour d'autres personnes qui ont dû se délester et reporter en fait l'effort sur leurs collègues. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas être non plus dans des tâches managériales parce que bah, sinon il n'y a plus personne qui produit. Donc c'est un peu un équilibre et tout, c'est des petits, curseurs à faire et ce qui nous permet aussi de justifier, de faire rentrer des personnes en plus pour renforcer l'équipe. Quand on a des pertes, parce que vu qu'on a plus de manager, on récupère de travail, on a plus de charges, donc c'est bien de pouvoir, dire, «Non, là, il faudrait qu'on ait une personne en plus», qui fait un peu tout en fait, qui fait de la production et qui fait un peu des tâches à côté, qui permet de soutenir un peu l'équipe et de trouver cet équilibre. Donc ça, c'est bien, quoi. Tu veux parler de la charge de travail?
La charge de travail, tu en as parlé, peut-être la Ouais. légitimité? Ça, La on s'en est rendu légitimité. compte, l'année où on a eu, des soucis, c'est que en fait, il y a encore des managers à l'ancienne, si je peux utiliser le terme et en fait, on n'était pas légitime pour eux parce qu'eux, on était: «Bah non, vous êtes des techniciens, vous êtes pas des managers». Donc ça fait assez bizarre, quoi. C'est dans Et les pareil, réunions comme inter-équipes, en fait, les réunions inter-services, c'est mélangé des équipes autonomes avec des porte-paroles et des managers. Et donc, ils se sentaient pas légitimes, les porte-paroles, par rapport aux managers. Ah, c'est ça, si je résume. ouais. Plus Et le puis la manque de façon de crédibilité. s'exprimer aussi, Ouais. elle est pas ceux qui sont habitués aux réunions, ils ont l'habitude, ils ont peut-être un peu plus de mordant que nous, on est plus en retrait parce que voilà, c'est pas notre métier. Tu veux faire quoi? Eh ben, une des difficultés qu'ils ont eues aussi, c'est de prendre des temps de recul pour se regarder fonctionner. Donc, en fait, quand moi j'y étais, je les forçais. Et je les titillais fortement à sortir régulièrement pour faire des rétextes de ce qu'ils vivaient, de faire du feedback, etc. Et c'est vrai que maintenant je suis moins présente, c'est un peu plus compliqué. Mmh, En fait, c'est ces temps de recul. Ils ont du ouais. mal à se sortir eux-mêmes du quotidien. Donc, on s'est posé la question, est-ce qu'il ne faut pas qu'ils aient à chaque fois une sorte de coach ou un parrain ou quelqu'un qui soit capable de leur faire prendre ce temps de recul? Et la dernière difficulté qu'on a vue aussi, c'est l'autonomie versus indépendance. Cette équipe, en plus, elle est tout au bout du couloir, elle est tout au bout du bâtiment, et donc elle avait tendance à être indépendante. Et ce qu'on ne veut pas, c'est une équipe qui soit indépendante dans l'organisation. L'équipe doit être interdépendante. Et du coup, voilà, ça a été un risque qu'on a vu parce qu'ils se sont mis à gérer tout seuls, en fait. Et ils ont oublié d'aller s'appuyer sur les experts métiers qui existaient chez Nicomatic. Par exemple, le recrutement, à un moment donné, ils ne trouvaient pas, ils se sont mis à faire de la chasse sur LinkedIn. C'est pas du tout ce qu'on attend de cette équipe, plutôt que de se reposer sur la partie RH. Donc ça, c'est un risque entre autonomie et interdépendance. Et les grands apprentissages, Alex, comme ça on conclut, je crois qu'on est presque bon là sur le temps. Vous L'autonomie êtes bon. est un moyen et non une finalité, hein. Elle nous a permis d'être plus réactifs, d'avoir une vision plus large de l'entreprise, en fait. Et tout ce qui tout tout ce qu'on a vécu en fait, il y a des curseurs, on a été les 1ers, donc forcément on a essuyé plus de plâtre que les autres et ce qui est bien, c'est que Nicomatic apprend, les nouvelles émues se sont imprégnées de ce qu'on a fait et de ce qu'il faut pas faire et certaines sont même revenues en arrière. Ils ont vu que ça matchait pas forcément avec l'équipe. Ils ont choisi de reprendre un manager. Alors peut-être pas un manager à l'ancienne, mais d'avoir quelqu'un qui vienne les chapeauter parce que les équipes sont différentes, l'humain est différent, faut s'adapter. Et Nicomatic là-dessus, il est assez ouvert, même très ouvert. Attention au repli sur soi, on en a parlé. Attention à l'autocomplaisance. Parce que le manager, souvent, il est là pour un peu aussi stimuler, challenger, etc. Et l'équipe peut avoir tendance à rester dans sa zone de confort, qui est déjà pas super confort quand même, hein, pour cette équipe-là. Et du coup, c'est comment elle continue à sortir, à apprendre, à se faire bousculer, etc. Donc voilà les grands apprentissages qu'on a eus. Et la suite, alors du coup, pour conclure, Alexandre, c'est quoi la suite de votre équipe? La suite, pour l'instant, c'est de faire grossir l'équipe, c'est ce qu'on a réussi à faire. On a intégré 3 nouvelles personnes. Donc ça, c'est très bien, qu'on a choisi nous-mêmes et qu'on a validé. On a besoin de remettre, du sens sur les process managériaux. Est-ce qu'on en a vraiment un intérêt ou pas? Donc c'était un tri à faire parce qu'on s'est rendu compte que ça bouffait beaucoup de temps et ça avait pas forcément un besoin qu'on le fasse nous, en fait, au sein de l'AMU. Il y a des services anicomatiques qui savent le faire très bien et nous, on n'apporte aucune valeur. Donc ça, faut faire le tri à ce niveau-là parce que ça bouffe du temps à tout le monde, en fait. Ça, c'est le Et bien sûr sens, en fait. Attends, excuse-moi. non, vas-y, vas-y. C'est le bon sens. Par exemple, une équipe autonome qui recrute une fois tous les 10 ans, elle va pas s'approprier le processus de recrutement. Le RH garde ça parce que c'est pas logique. On va pas leur demander d'apprendre quelque chose qu'ils vont utiliser dans 10 ans, qu'ils auront oublié, que ça aura changé. Donc, en fait, par exemple, les RH chez Nicomatic doivent gérer X process différents en fonction des équipes et de leurs besoins. C'est pas toutes les équipes autonomes font comme ça, toutes les équipes qui ont manager font comme ça. Et donc, ça demande beaucoup d'agilité sur le comment on manage nos processus à l'intérieur de Nicomatic. Et le dernier point, Alex? C'est de recréer du lien, parce qu'on se fait appeler les Gaulois, parce que comme a dit Stéphanie, on est quand même à l'autre bout de l'usine et faut pas qu'on s'isole,
pour rester ouvert aux autres et qu'on aille vers les autres. Voilà ce qu'on avait à partager avec vous ce matin. Waouh, waouh, c'est super intéressant. Enfin, moi, j'ai bu du petit lait là. Enfin, je trouve que c'est. Il faudrait que je le réécoute et que je réécoute. Vraiment, vraiment, merci, Ah, ça merci à manque vous deux. Victor, hein, parce qu'à 3, c'était différent. Oh, sûrement, sûrement. Victor nous manque à tous, c'est sûr. Écoutez, ce que je vous propose, c'est on va ouvrir un 20 minutes, 25 minutes de questions. Peut-être le plus simple, c'est de passer la parole aux unes et aux autres. Anaïs, est-ce que tu as une question? Quel est Alors, avant de rentrer dans les détails, vous avez utilisé le terme MU, mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Ou alors peut-être que vous l'avez dit et que je ne l'ai pas C'est noté. vrai que c'est un terme un peu interne, c'est mini-usine. Ok, En fait, c'est chaque secteur d'activité nicomatique, donc l'injection plastique, la découpe, l'usinage et décolletage. Donc, que ce soit appelé décolletage, bah, c'est MU décolletage, nous c'est MU découpe pour mini-usine. d'accord, merci. Anaïs, une question. Euh, vous l'avez peut-être dit, mais vu que c'était au début, vous êtes allé très rapidement. Quels étaient les enjeux de ce projet? Pourquoi le mettre en place? Pourquoi mettre en place cette autonomie dans une équipe? Tu veux répondre, Bah, Alex? ouais, comme a dit Vas-y. Stéphanie, moi j'étais pas encore arrivé, que c'était déjà un peu en place, vu que ça fait 10 ans. En fait, le manager avait une autre ému, une autre mini-usine à gérer avec beaucoup plus de personnes. Donc, il avait moins de temps à consacrer à l'équipe. Donc, dès qu'on devait voir pour faire bouger quelque chose sur le planning, on devait attendre son retour pour que ce soit validé. Donc, en fait, c'est par ce besoin et cette frustration de dire, mais on attend, on peut pas faire. Notre manager, il vient pas nous voir. Faut qu'on l'appelle, faut qu'il vienne. Ça a créé ce besoin de dire, mais pourquoi on pourrait pas le faire nous-mêmes? C'est comme ça que ça s'est mis à titiller cette envie, en fait. D'accord. Mais comme je dis, moi, j'y étais pas encore à cette époque, hein. C'est arrivé 3 ans avant mon arrivée. Donc je Et suis arrivé, pour, le manager, nous, il était déjà, plus vraiment il était là, mais il avait son bureau, mais on le voyait 2 fois par jour, quoi. Et pour appuyer aussi ça, tout au début, en 2012, quand Julien, un des deux dirigeants, a voulu expérimenter l'entreprise libérée, une des actions qu'il leur a demandé, et c'est sur cette équipe qu'il a travaillé, il leur a demandé, c'était un projet SMED. Le SMED, c'est un peu comme le Lean, si vous voulez, c'est une sorte d'outil de production pour améliorer la productivité. Et il leur a demandé de faire un chantier SMED. Il leur avait donné comme objectif 10% de productivité et il leur a laissé carte blanche sur la manière de s'organiser, sur les outils qu'ils avaient besoin, etc. En autonomie. Et donc, à cette époque-là, en 2012, ils ont travaillé et contre toute attente, plutôt que d'élargir les horaires, ils se sont mis à travailler tous ensemble au même moment et ils ont fait 30% de gains de productivité. Donc, en fait, il y avait déjà cette expérience assez concrète de dire, OK, l'autonomie, finalement, a des résultats au-delà de nos espérances. Donc, il n'y avait pas un enjeu, mais il y avait des petites opportunités qui ont fait qu'on s'est dit, tiens, c'est intéressant de l'expérimenter. Mais c'est pas du tout une finalité, comme on l'a dit. Et toutes les équipes chez Nicomatic ne sont pas autonomes. C'est pas une finalité en soi, c'est un moyen. Si ça marche mieux qu'un manager, c'est un manager. Si ça marche mieux en autonomie, c'est en autonomie. C'est chouette. Bon. Ok. Cynthia, quelle est ta question? Est-ce que tu Attention à ton micro. Oui. Je voudrais juste vous poser une question en termes d'organisation. Euh, les négociations salariales sont faites sans syndicat. Il n'y a pas d'instance centrale qui organise ça. Donc, ouais, alors, on a un CSE, mais il n'y a pas de syndicat, effectivement. Donc, il n'y a Mhm. pas de NAO, il n'y a pas de négociation obligatoire. Par contre, il y a eu un groupe de travail avec des volontaires qui ont travaillé sur qu'est-ce qu'était l'augmentation chez Nicomatic. Mhm. Et donc, il y a une sorte de charte, c'est-à-dire qu'en fonction du chiffre d'affaires prévisionnel et du résultat d'exploitation de l'année N-1, il y a un budget qui est débloqué, c'est un pourcentage de la masse salariale. Mhm. Donc ça, on va dire que c'est les salariés qui l'ont défini. Et donc, ce pourcentage de la masse salariale est réparti entre de l'augmentation générale qui est basée sur le coût de la vie, l'indice INSEE, non, pardon, pas l'indice INSEE, sur le pourcentage d'augmentation du SMIC de l'année. Mhm. Donc, il y a une augmentation générale qui représente un peu ce coût de la vie. Et puis après, il y a l'enveloppe individuelle, et c'est cette enveloppe individuelle qui est répartie comme le disait Alexandre.
Voilà. Et il y a déjà tout ça qui est organisé. Et en plus, il y a il y a un accord d'intéressement qui a été fait de manière égalitaire, c'est-à-dire que la répartition des richesses se fait pour tout le monde, c'est le même montant pour tout le monde. Donc, c'est 3 000 € par an sur la base de critères clients. Donc, c'est des critères qui sont globaux pour toute l'entreprise, pour tous les nicomaticiens. Et la valorisation, elle est la même pour tout le monde, qu'on soit directeur ou opérateur. Voilà. Bien, super. Cindy, est-ce que tu as une question? Oui, j'ai une question. Je ne sais pas si on y a déjà répondu. J'ai noté quelques infos, mais c'est vrai que j'ai pas noté ces infos-là. Vous avez dit que du coup, du fait qu'il n'y avait plus de manager, vous avez dû vous attribuer certains rôles. Moi, je voulais savoir comment est-ce que vous avez décidé des rôles de chacun. Vous avez parlé que certains leaders se sont montrés naturellement. Qu'en était-il pour les autres employés? Comment ils ont trouvé leur place? L'affectation, ouais. Alex, je te laisse répondre. Bah, on va prendre un cas très simple, la qualité. Il a fallu intégrer au sein de la mini-usine la qualité. Et il y a une personne de l'équipe, bah, ça lui plaisait. L'idée d'aller chercher des infos, d'aller regarder les normes et tout, c'était quelque chose qui l'attirait. Il a demandé et je ferais bien une formation pour me mettre là-dedans, si ça matche ou pas, parce que le retour en arrière était possible, hein. Si on sent que la personne, ça lui plaît pas ou tout compte fait, c'est pas ce qu'il attendait, ça n'a pas été le cas. Il s'est épanoui là-dessus. Il est même devenu responsable qualité pour toute la partie assemblage. Donc il a quitté notre ému pour gérer tout l'assemblage. Donc ça fait des beaux parcours. Mais c'est vrai que c'est un peu les affinités des gens, parce qu'on n'est pas tous à aimer lire des procédures, à aimer participer à plein de réunions. On est tous différents à ce niveau-là, en fait. Et C'est du coup, vraiment Oui, pardon, vas-y. non, non, allez-y, je vous en prie, je vous Non, non, écoute. Non, non, je non, voulais vas-y, je juste, t'écoute. peut-être que tu rajoutes juste, et ceux qui ont aucun rôle. Mm. Tu Et- sais, on a eu ce Oui, sujet. tout à Tu fait. peux en parler? Est-ce qu'ils Bah, en sont fait, frustrés? Est-ce qu'ils se sentent moins que les autres? bon, on est aussi valorisé parce que, comme on l'a dit, il y a des personnes qui ont pris, mettons, la qualité. Donc, on était à l'époque, on était 4 techniciens presse. Non, ou 3 ils étaient à l'époque. Non, ils étaient 3. Donc, il y a Christophe donc, qui est devenu responsable qualité. Donc, lui, il est parti. Ce qui m'a permis, moi, de venir, en fait. Donc, en fait, c'est comme ça, en fait. Ça a créé une ouverture. Moi, je suis arrivé, il y avait déjà des rôles qui étaient déjà définis. Ceux qui avaient une affinité pour la planification, ils faisaient ça. Ça s'est mis en place. Après, des gens comme moi, où j'ai peu de tâches managériales, j'ai participé, comme dit Stéphanie, à des petits groupes pour la rémunération, j'en faisais partie. Les feedbacks, on les a fait aussi. On n'est pas mis de côté. L'équipe sait que vu que nous, on est à l'atelier où on est en train de raffûter des outils, on n'est pas en train d'assister à des réunions, mais ça permet à la MU de sortir les pièces en temps et en heure pour pas impacter le client. Mais c'est vrai En qu'on peut fait, se c'est sentir peut-être de dire: valorisé «Ah bah, aussi. peut-être si Oui. j'étais arrivé 3 ans avant, peut-être que j'aurais eu l'opportunité de tester un domaine ou un autre», parce qu'on ne sait pas si on a de l'affinité ou pas. Là, ce qui a été mis en place, fonctionne bien, ça tourne bien et voilà. Après, est-ce que moi demain, je me serais dit: «Tiens, est-ce que j'aurais bien aimé être, je ne sais pas, planificateur?» J'en sais rien. On peut pas le dire, c'est trop tard, c'est fait. Est-ce que j'aurais eu de l'affinité pour ça? J'en sais rien. Mais ça Mais peut c'est vrai que changer. c'était un risque au moment de se vendre pour une augmentation, est-ce qu'on serait dévalorisé parce qu'on fait rien d'autre que notre travail de base? Mais en fait, on n'est pas vu comme ça. L'équipe sait que, bah oui, mais c'est grâce à ce que tu fais sur les machines, c'est grâce à l'énergie que tu mets, moi je peux faire autre chose à côté. Donc je te remercie de faire ça. Parce que si on se dit: «Bah non, je travaille moins, je vais pas aller faire plus d'efforts parce que toi tu pars faire des réunions», ça fera un côté un peu nauséabond au sein de l'équipe, mais c'est pas le cas. Mm. On est tous Et matures, on nous traite comme des adultes, donc forcément on se comporte comme des adultes. Tu vas en réunion, bah t'inquiète, je reprends le travail derrière toi, ce sera pas abandonné. Et chacun fait son travail pour la MU. C'est pour nous qu'on le fait. oui, ça pas uniquement. Ouais, il y a eu effectivement apparition de rôle qui, avec ces valorisations-là, mais aussi ça a renforcé les fonctions et les métiers de base dans l'équipe. C'est ce que j'entends. Par Ouais. contre, si c'est quelqu'un d'extérieur qui regarde, il dit: «Ah mais toi tu fais que ton travail de base». Il voit pas en fait, tout ce qui est fait au sein de la MU pour que ce petit organisme, tous ces petits roulements, fonctionnent bien en fait. C'est comme pour les vacances, c'est comme pour tout, c'est une question de dialogue et d'échange au sein de la MU. Les autres n'ont pas leur mot à dire là-dessus. Ils n'ont pas de regard à porter. Pourquoi on a décidé d'être, 2 semaines sans outilleur? Ça les regarde pas. L'équipe a jugé que c'était OK. On peut se permettre de prendre le risque. On est sûr de nos produits, on est sûr de notre travail. On peut le faire. C'est l'équipe qui choisit, comme ça nous est arrivé aussi d'être fermé une journée.
Il y avait plusieurs personnes qui voulaient faire le pont. Est-ce que ça vaut le coup qu'on vienne? Les gens ont dit: «Bah non, on ferme». On avait fermé la MU. Ouais, En c'est accord avec difficile. nous-mêmes. On a anticipé avant, on pénalise pas les clients, c'est le principal. On pénalise pas aussi l'assemblage qui est au sein de Nicomatic. C'est notre décision. Si on se fait taper sur les doigts, c'est on a pris cette décision, on l'assume. On nous reprochera quelque chose, ben, c'est nous qui l'avons assumé. Ok, merci. Bah, je vais prendre la question suivante. Alexandre, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi concrètement tout ça en fait? Qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et est-ce que si on te dit tout d'un coup que voilà, ça ferme et qu'il faut aller ailleurs, c'est quoi qui te ferait le plus peur en fait de Bah, dans mon sortir? parcours professionnel, j'ai fait 18 ans dans une boîte, comme ça, hein, pyramidale, pour des stylos, il fallait demander à son responsable. Je veux dire, on était devenu un tel niveau avec pointeuse et tout. Et quand je suis arrivé à Nicomatic, il y avait déjà pas de pointeuse, ce qui était déjà un choc. Tu arrives un peu plus tard, bah, c'est pas grave, tu rattrapes. Tu peux pas rattraper aujourd'hui, tu rattraperas demain. De toute manière, tu voles l'équipe en fait, tu voles pas forcément ton patron. Tu le voles d'une certaine manière parce que c'est lui qui te rémunère. Mais ton patron, il le voit pas si tu as pris 10 minutes. Mais ton équipe le voit. Si tu viens à 9h et que tu pars à 16h, c'est tes collègues qui vont dire: «Et qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le problème?» Et franchement, ça te maintenant, tu dis: «Bah, je suis responsable. Je suis un adulte», qu'avant, c'était quelqu'un t'attendait à la pointeuse pour te dire: «Tu as 2 minutes de retard». Donc c'était vraiment une grosse ouverture. Puis après, bah, tout s'est mis en place sur, la qualité qui était au cœur de notre production, ce qui est super parce qu'avant, moi, j'ai connu la qualité, ils étaient à l'autre bout, hein. Une fois par mois, tu avais un rapport qui disait que tu avais fait de la merde. Que maintenant, tu as une remontée d'un client, on l'a tout de suite. Le mail est reçu, si le mail est juste, bah, si on peut faire quelque chose au sein de l'atelier parce qu'on a fait une erreur, c'est tout de suite remonté. On laisse pas des semaines et des mois se passer avant de remonter un défaut. Donc ça, c'est super. Il y a plein de trucs, c'est super et je trouve que le fait de ne pas avoir de manager, c'est moins de pression aussi. Où la pression est différente, on sait on doit faire des résultats, on doit sortir nos pièces, on doit répondre aux besoins, mais on n'a pas cette pression du gars qui te regarde en hauteur en disant, «Tu pas fait ton quota, pourquoi la machine est arrêtée?» Il y a pas ça. La machine est arrêtée parce que, bah, c'est pas un choix, c'est qu'on est en réglage, c'est qu'on a des problèmes. On l'arrête pas par envie, hein. Ça nous fait pas plaisir de sortir des outils, et les apporter comme ça sur les établis en disant: «Ça marche pas». On aimerait que tout fonctionne super bien. On a des errances, on a des endroits où, on a des outils, on a plus de difficultés à les remettre en route, mais personne vient nous dire: «Qu'est-ce que vous faites?» Et ça, je trouve que ça franchement, moi, ça me convient super. Ça me ferait du mal de retourner à ce que j'ai connu avant. Ouais, non, ça ferait un escalier de fou, quoi. Ah non, mais sérieux, non, mais ceux qui ont pas connu avant ou tu arrives un quart d'heure, 5 minutes en retard, on te compte un quart d'heure. Là, c'est pas le cas. Franchement, c'est pas le cas et voilà, je trouve que ça fait 7 ans et je suis très, très content d'être là, en tout cas. Ouais, je crois que tu m'avais dit que pour toi, ça serait très compliqué de revenir à une organisation classique, c'est ça? Ah bah, ouais. Bah, je comprends ceux qui décident, comme Stéphanie, de partir en étant auto-entrepreneur. Là, c'est vraiment le summum, tu deviens ton propre patron. Mais retourner à un truc, hyper, structuré, Pas question pour toi. ah bah, manager qui dit: «Pourquoi elle tourne pas?» Bah, à ton avis, pourquoi elle tourne pas? Parce que ça marche pas, quoi. Non, mais que là, J'adore. des fois, non, mais il y a le directeur qui passe, il y a zéro bécane qui tourne. Il dit pas: «Qu'est-ce que vous foutez les gars?» Il y a rien qui tourne. Il se doute que si ça tourne pas, c'est qu'il y a une raison pour que ça tourne pas. C'est pas qu'on est assis sur une chaise à attendre que la journée se passe. Non, mais voilà. Ouais, ouais, c'est super, ça change tout. Ok. Et dans les errances que j'ai connues dans mon ancienne boîte, c'est que le vendredi, l'après-midi, on interroge la pointeuse pour savoir combien de minutes il nous reste à faire. On arrive à un niveau de débilité, Ouais. que là, on s'inquiète pas. C'est l'hiver, les conditions sont mauvaises, tu prends une demi-heure pour arriver parce que ça bouchonne, bah, tant pis, c'est pas grave. Mhm. Personne va t'engueuler. Ok. Il nous reste 10 minutes de questions. Je me tourne vers vous, Anaïs, Cindy, Cynthia. Est-ce que vous avez une question urgente? Oui, oui, Cindy. Oui, moi, j'ai une question, une réponse. Non, c'est vous qui allez me donner la réponse. Moi, j'ai la question. Au niveau des résultats concrets que vous avez pu obtenir en mettant en place du coup cette nouvelle façon de fonctionner, j'ai pu noter que du coup il y avait une meilleure relation inter-équipe, que du coup il y avait peut-être une meilleure efficacité parce que du coup c'est ce que vous disiez Alexandre, vous aviez un retour client qui était beaucoup plus rapide et du coup vous pouviez répondre plus facilement et du coup également vous aviez une certaine liberté. Mais est-ce que l'entreprise en elle-même a vu une certaine positivité à mettre des équipes autonomes? Le bénéfice pour l'entreprise, ouais.
Bah, Ouais. j'espère qu'elle le voit en tout cas. Ouais, alors en fait, c'est assez compliqué parce que c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Tu vois, si on l'avait pas fait, Nicomatic est une entreprise qui fonctionne bien. C'est une croissance à 2 chiffres. Même là, on est à 30-40% de croissance. Enfin, c'est assez énorme. Enfin, c'est difficile de dire si on n'avait pas fait ça, si on n'avait pas entrepris ces démarches responsabilisantes, qu'est-ce que serait devenu Nicomatic? On ne sait pas. Est-ce que ça aurait été au niveau croissance, chiffre d'affaires, rentabilité, mieux ou pas? Voilà. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a un taux d'engagement qui est à 85%. Donc, voilà, on a un taux d'engagement, on a un taux d'absentéisme, de turnover qui sont tout à fait corrects pour l'industrie. On a beaucoup d'initiatives, les gens ont le sourire, l'ambiance est très bonne. Voilà, beaucoup d'innovation, très agile, assez en avance, novateur, les clients apprécient travailler avec nous. Enfin, voilà, tu vois, c'est des indicateurs qui sont plus des indicateurs qualitatifs. Mhm. Mais alors, quantitativement, Nicomatic fonctionne très bien, mais est-ce que, voilà, Est-ce que c'est mon plus avis, sûrement, je c'est sais pas. sûrement, Mhm. mais voilà, on peut, c'est dur de le démontrer en fait. C'est dur de le Ok. démontrer. Mhm. Ouais, c'est pas juste une quantité de pièces que tu sors, en fait, ça va au-delà de ça, hein. Mm. Mais est-ce que, Ouais. comme dit Stéphanie, si ça se passait mal, si Nicomatic elle est pas bien, est-ce qu'on serait revenu à fond en arrière en disant c'est à cause de ça que ça marche pas? Mm, on sait pas. Mhm. Je pense qu'on a cette chance de pouvoir faire des investissements au sein de l'AMU, que ce soit on va dire, de valeur moyenne, donc moins de 10 000 euros, sans qu'on nous pose trop de questions en fait. Mhm. Bon, de mon expérience passée, tu demandais 1 000 € pour faire quelque chose, on disait déjà c'est trop cher quoi. Mm. On a cette chance que Nicomatic se porte bien et je pense que ça permet de déclencher plein de choses à ce niveau-là. Mm. Mm. Les conditions de réussite, les 3 éléments clés, c'est-à-dire que si on n'avait pas fait ça, ça marchait pas. Ça serait quoi, les 3? C'est compliqué de vous demander ça, mais je sais pas, Stéphanie, Alexandre, en termes voilà, de conditions de réussite pour que ça marche. 3 éléments clés. Moi, je dirais qu'il faut l'envie de l'équipe. Ouais. Le volontariat, l'envie. S'il y D'accord, a pas l'envie, L'accompagnement. si les c'était gens pas ils la peine. freinent, ils veulent: «Non, non, moi je veux un Ouais. manager à l'ancienne, je veux qu'on me dise le Ok, matin qu'est-ce que je fais, quand je vais ok. pisser et tout». Non, non, c'est pour moi, c'est L'envie. l'envie d'équipe déjà. L'accompagnement. Mmh. Ce que tu appelles accompagnement, c'est quelqu'un comme toi, Stéphanie, qui suit, qui se met à disposition, qui soutient, qui Ouais, en écoute, tout qui. cas, on était plusieurs dans plusieurs domaines. Il y a eu un accompagnement sur la stratégie, un accompagnement sur Ah, leur cohésion d'équipe. Enfin, en tout cas, l'accompagnement des experts pour leur transmettre, en fait. mm, C'est pas quelque chose qui se fait tout seul. mm, Voilà. Et Parce que dès qu'on même les si l'équipe lâche, a envie, faut ouais, quelqu'un qui pousse un peu, mm. qui aide, parce qu'on ouais. est Qui on est un soutiennent. peu lourd Ouais. on est un peu lourd à déplacer, en fait. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a un peu du poids, si je peux dire, au niveau de Mm, la direction pour dire: «Non, mais on va tester quand même, ça peut mm. être intéressant. Je vais D'accord. creuser dans cette voie-là». Que Mm. nous, on n'aurait peut-être pas eu cette motivation d'aller jusque-là, en fait, de pousser par nous-mêmes la direction. Et le troisième, s'il y en a un Alors, troisième. selon moi, ce serait la partie exploratoire, c'est-à-dire on est vraiment on y est vraiment allé en disant on teste, on peut revenir en arrière, on peut changer, sans objectif et sans timing, dans le Mm. respect des personnes. On les a pas bousculés sans arrêt, voilà. Ça se fait à un rythme sans attente en fait. Ouais. Parti- Mm. Ok, super. Merci. Cynthia, est-ce que tu as une autre question? Oui. Oui, quand on parle de timing, je voudrais savoir si j'ai bien compris, vous avez commencé la transition en 2012, c'est ça? Oui, Oui. Oui, ok, merci. l'entreprise en 2012, l'entreprise responsabilisante. En 2019, l'autonomie de cette équipe-là. D'accord. Autre question, Cindy, Cynthia, s'il y a un point clé? J'en aurais une. Donc, de ce que j'entends, vous en tirez plutôt du positif du coup de cette transformation managériale et organisationnelle. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais concrètement, quels sont les enseignements que vous en avez tirés? Sur l'équipe autonome ou sur l'organisation responsabilisante? Les deux. Waouh, allez. Alors, sur l'organisation responsabilisante, qu'est-ce qu'on en a tiré? Attends, ta question, c'est quoi? Les apprentissages ou c'est les points positifs? Les apprentissages Les plutôt. apprentissages. Ok, les apprentissages, c'est
par exemple, de ne pas revenir en arrière. C'est-à-dire, quand on teste quelque chose, on ne revient pas en arrière, mais par contre, on évolue. Mhm. Il y a aussi d'être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, et surtout d'incarner ce qu'on dit. Donc, et en même temps, je vais donner un exemple, c'est qu'on a un dirigeant qui, en phase de stress, est contrôlant. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on peut lui dire, regarde là, tu es en train de faire du micromanagement, tu es en train de contrôler, alors essaye d'aller respirer, prendre l'air, te détendre et revenir. En fait, il accepte le feedback. Donc, quand je dis incarner, c'est incarner le plus possible. Après, on a des dirigeants, c'est des êtres humains comme tout le monde, et en phase de stress, ils reprennent du contrôle. Mais en tout cas, on peut en parler. Donc, je dirais ça. Alex, tu m'aides hein, si tu... dans les apprentissages. Oui, des choses aussi. On a scindé la partie, comment dire, la partie quotidienne, exploitation de l'exploration. À un moment donné, on a vu que les gens mélangeaient les deux. Quand tu es en exploitation, tu dois respecter des process pour livrer un client. Quand tu es en exploration, tu sors du process, tu sors du cadre pour aller faire une exploration. Et on a vu que quand on demandait les deux aux mêmes personnes, c'était très compliqué. Et donc, on a essayé aussi de travailler sur l'organisation pour avoir des personnes plutôt en exploitation. Ils peuvent bien sûr faire de l'amélioration, etc. Hein, c'est pas interdit. Mais en tout cas, de plus scinder les deux, parce qu'au niveau de la logique et du cerveau, de faire les deux, des fois, c'est pas facile. On avait des gens qui chantaient les process en exploitation, alors on peut les chanter en exploration, mais pas en exploitation. Enfin voilà, par exemple, hein, il y a ça. De pas avoir d'étapes prédéfinies, de timing, etc. Ça, je vous le redis, mais c'est hyper important d'être. En fait, c'est quelque chose d'organique. Donc, en fait, on teste, on avance, on corrige, on bouge, on prend les opportunités. Et surtout, de ne pas vouloir déployer tout en même temps. Ce que je vous disais aussi, c'est il y a X process en fonction des équipes. Je crois qu'il n'y a pas une seule équipe qui fonctionne de la même manière chez Nicomatic. Donc, en fait, c'est toute la souplesse des services support à être managé par le sens et pas managé par le comment, et d'être prêt à accompagner beaucoup de formes différentes, mais qui aient du sens. Ouais, c'est déjà pas mal. Alors ça, Oui. c'est sur l'entreprise responsabilisante. Sur la découpe, Alex, les apprentissages de la découpe. Bah, je pense on a la chance, c'est que malgré pas les erreurs, mais on a testé des voies en fait, des voies qui étaient pas bonnes. On a vu qu'il y avait des bosses, voilà. C'est qu'on n'a jamais fait demi-tour en fait. On a juste reculé et on a repris une autre route à côté. Et ça, c'est bien, parce que je pense que dans d'autres façons de faire, on aurait dit: «Non, premier obstacle, c'est marche arrière. Non, c'est demi-tour, c'est même pas marche arrière, c'est demi-tour et on revient comme on était». Que là, en fait, on a juste reculé, on a manœuvré et on a avancé jusqu'au des bons moments, des moments un peu plus compliqués. Et quand on vous a parlé d'anecdotes où l'été, ça s'était mal passé, l'été s'était mal passé, septembre est arrivé, c'était catastrophique parce que ça s'était mal passé. On a pris ça et on n'a pas eu de nouveau ce genre de problème. On n'a pas dit: «Non, mais c'est mort», la direction nous a pas dit: «Bon, c'est mort, on retourne, on vous met un chef, c'est octobre, vous allez avoir un manager». Non, non, c'était qu'est-ce qui a pêché? Pourquoi? Laisser un peu de temps de recul aussi pour analyser ce qui s'était passé, ce qu'il faut pas faire, parce que sous le coup de l'émotion, on est moins fin dans l'analyse. On est plus dans le reproche, peut-être trop agressif. Si je peux utiliser le terme agressif, mais on est plus direct. Et quand on laisse un peu de temps de recul pour remettre à plat, qu'est-ce qui s'est passé? Tableau blanc, on note, il y a eu ça, ouais, mais parce que ça, OK. Et ah bah toi, par contre, t'hésites pas, tu mets une branlée à la maintenance parce que c'est pas à moi de le faire, même si je peux le faire, mais toi tu peux le faire aussi parce qu'on est tous unis, on est tous au même niveau. Donc on peut aller se plaindre au manager de la maintenance en disant, ils auraient dû venir, on les a appelés et tout. Tout s'est mis en place et c'est vrai que maintenant on n'a plus ces erreurs-là. Qu'on a eu de nouveau une panne sur une machine, bah, la maintenance, c'était tous les jours d'aller les voir pour leur mettre la pression. Après ils ont un manager, hein, donc ils se débrouillent, hein, c'est le manager qui prend la pression. Mais c'est vrai qu'on a appris qu'on pouvait le faire parce qu'on l'erreur qui a été faite, moi j'y étais pendant cette période estivale, c'est qu'on mettait, juste, «Ouais, on est un peu en panne, vous pouvez venir», c'était un peu comme ça. Que là après, c'était tous les jours en direct, «Non, non, mais là ça va pas, ça va pas». Donc ça, c'est cool, quoi. Puis maintenant, ce qui s'est passé aussi, c'est que je passe en direct avec le fabricant de la machine.
Je les contacte directement. Je passe même plus par la maintenance pour demander. Je sais que c'est une intervention qui va être faite par un technicien de la marque. Je les appelle directement. Je passe Allez, plus par la maintenance, qui vont les contacter après. Voilà. On enlève des intermédiaires et c'est l'avantage qu'on a. Même si dis-moi ça fait. Alexandre, Oui. je change de sujet, mais je vois que le temps file. Est-ce que pour toi, c'est fait pour n'importe qui ça? C'est-à-dire que par rapport à tes collègues, par rapport à... Parce que quand on dit, voilà, il faut que l'équipe soit volontaire, donc globalement, les gens sont volontaires, mais est-ce que souvent on entend, oui, mais il y a des gens qui pourront jamais s'y faire, il y a des gens qui, c'est pas fait pour eux. Est-ce que toi, tu penses que ce type de fonctionnement pour un opérateur, pour un technicien, pour un salarié, c'est fait pour certains profils, certaines personnalités, ou tu penses que c'est plutôt les conditions de réussite et la façon dont c'est présenté qui fait que, d'après toi, tout le monde peut accrocher ou non à ce genre de Je, choses? je comprends que des gens, ça leur plaise pas, parce qu'ils aiment bien être plus dirigés. Et dans l'équipe, on a quelqu'un qui est un peu plus en retrait à ce niveau-là. Mais par contre, si on lui dit, bah tiens, je t'ai mis ça, je t'ai mis ça le dérange pas en fait. C'est comme s'il avait un manager. Il a juste quelqu'un qui lui dit au planning: «Je t'ai mis ça, qu'est-ce que tu en penses?» Heu, voilà, on prend la personne différemment parce que forcément quand on demande de voter, bah, vu que ça se fait à la majorité, il y a des gens qui sont peut-être plus en retrait parce que c'est de l'ignorance de ce qui va se passer, en fait. Quand on a vécu des années avec un cadre qui est hyper strict, quand on ouvre ce cadre, on sait pas ce que ça va donner. Mais c'est pour ça, chacun je pense que chacun peut y trouver quelque chose de positif là-dedans. D'accord, ok. Si les autres ont conscience que cette personne-là, tu dis: «On peut pas lui demander d'aller à des réunions parce que ça n'intéresse pas, ils se sont pas assez impliqués pour ça». Mais toute la partie, technique, il la maîtrise. Donc on a toujours besoin de techniciens. Il fera ce travail, à part qu'on le laisse plus en retrait pour tout ce qui est, bah, les rémunérations, ce genre de choses comme ça, les réunions, les demandes de budget pour des trucs, ça ne l'intéresse pas. Changer de machine à laver, ça ne l'intéresse pas forcément. Donc on le met, il c'est pas qu'il se met en retrait, c'est qu'on sait que ça l'intéresse pas, on va pas l'embêter avec ça, par contre on le tient informé. Mhm. D'accord, ok. Je sais pas si j'ai répondu à ta Ouais, question? bah, moi j'entends que oui, c'est fait pour tout le monde. Par contre, il faut admettre que certains vont aller plus ou moins loin dans l'engagement et dans la prise C'est de ce que tu retrouves avec responsabilité. le leadership. Tu as des personnes qui vont se démarquer parce qu'ils ont envie. «Non, non, mais moi je vais aller là-bas, je vais aller, réunion de ça m'intéresse, je veux Ouais. prendre ça, les nouveaux projets, je veux y aller». Donc je pense Mhm. on sait qu'il y a des personnes qui veulent aller très loin, qui ont cette envie et cette motivation d'aller dans plein de groupes et tout, et tu en as qui vont être plus en disant: «Non, mais moi je fais mon travail très bien, je préfère ça, je veux pas prendre d'autres choses». Je pense qu'on a forcément les 2 Ok, et on a les gens ça qui sont un marche. peu mieux, qui grignotent un peu de tous les Ouais. côtés parce que ça les intéresse. Mhm. Comme moi, dans Ça mon marche. cas, j'ai eu une formation pour faire les achats et ce qu'on appelle chez nous les ADM sur un ERP, bah, ça c'est cool, quoi. Moi, je suis très Mhm. content. Mhm. Quand on fait des des commandes à 170 000 €, c'est que la direction a confiance dans ce qu'on fait, en fait. Mhm. Ok, Ça a ça été marche. validé par un budget, je précise, hein, c'est pas mais je veux dire la dernière commande que j'ai fait, 170 000, bah, ouais, quand on revoit le truc, tu dis: «Ouais, je ça met quand même de l'argent, quoi». Mhm. On espère ne Super. pas s'être trompé, en tout cas. Merci Alexandre. Merci. On vous fait un retour. Cynthia, Cindy, qu'est-ce qu'on peut leur dire, ce qu'on retient et pourquoi on leur dit merci? On peut commencer? Oui, vas-y Cynthia. Oui, donc on vous dit merci pour une présentation qui a été très claire et je pense qu'elle a répondu toutes nos questions. Je retiens l'importance de responsabiliser les adultes comme ils doivent être responsabilisés, quoi, et de la communication dans l'équipe et entre les équipes. Il y avait une troisième question. Non, c'est bon. Ok. Voilà. C'est bon. Merci Cynthia. Cindy, qu'est-ce que tu retiens ouais, et pourquoi tu leur dis merci? Voilà. Euh, Bah, merci parce que vous êtes le premier témoignage qu'on entend, du coup, c'était un peu un test pour nous. Donc, c'est cool parce que je trouve qu'il est concluant. Vous avez été très clair. Ça a été très agréable de découvrir de nouvelles méthodes bah, que je connaissais pas et que je pensais pas que c'était possible de mettre en place. Donc, merci à vous pour cette innovation que vous avez mis en place et de nous l'avoir présentée. Moi, ce que je retiens, c'est que ça semble simple, dit comme ça quand vous vous en parlez, mais je pense que ça a été loin d'être simple et que vous avez dû vous confronter à pas mal d'ajustements en cours de route à faire.
Et que je retiens également aussi que même si c'est accessible à tout le monde, je pense qu'il faut une certaine adéquation avec l'équipe qui fait que ça peut ne pas être transposable de partout, je pense. Voilà. Ça marche. Merci. Moi, ce que je retiens, alors moi, j'ai un truc bête, hein, mais effectivement, quand tu disais Stéphanie, c'est selon enfin, qu'est-ce qu'on délègue en fait, qu'est-ce qu'on amène dans l'équipe, c'est selon la fréquence. Enfin, j'y avais même pas pensé, mais je trouve ça, enfin, voilà. Donc, je retiens ça. Ce que je retiens, ce que tu disais aussi, Alexandre, c'est en fait un manager. Le côté mauvais du manager, c'est qu'en fait, ça amène une mauvaise pression. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, cette démarche responsabilisante, c'est aussi on garde la bonne pression, la pression du client, la pression par rapport aux collègues, etc. Mais la mauvaise pression de faire semblant, de montrer que, en fait, on l'enlève. Donc, voilà, je trouve ça super intéressant. Euh, Ça nous euh, implique voilà, c'est vraiment cette vis-à-vis du notion client, vu d'implication. qu'on a des Tout à fait. retours en direct et qu'ils soient positifs ou négatifs, Mm. ça nous implique parce Mm. qu'on est fier de ce qu'on fait. Bon, Alexandre, faut que tu testes parce que maintenant, tu arrêtes de parler, c'est que à la fin que tu parles. Je te laisserai la parole. Et puis le troisième point, c'est, moi j'ai adoré Stéphanie quand tu dis qu'effectivement, enfin, vos conditions de réussite, c'est voilà, le volontariat, le droit à l'erreur, ça on l'entend souvent, mais cette notion aussi de ne pas se donner d'objectifs, de ne pas se donner de calendrier et de faire avec. Enfin, moi je trouve que c'est quelle maturité et quelle chance et quelle, quelle, comment dire, enfin, c'est quelle très bonne idée, effectivement, de dire, bon, on sort de l'objectif, on sort d'un calendrier et qu'effectivement, ben, enfin, je pense que la confiance, elle est aussi là-dessus, en fait, que finalement, vous avez aussi mis de la confiance sur, on est sur le bon chemin. Et puis, on prendra le temps qu'il faut, mais on se donne le temps qu'il faut pour y aller. Donc, je trouve ça vraiment très chouette. Puis, vraiment, merci. Moi, j'adore, Alexandre, ta spontanéité, ton engagement, enfin, voilà, je sens que ça, quand on parlait d'incarnation, tu incarnes en fait cette démarche de responsabilisation et le plaisir d'être dans une démarche de responsabilisation. Donc, je trouve ça très chouette. Merci, merci Stéphanie d'avoir choisi qu'Alexandre soit avec. Et puis, j'ai plein Eh, d'autres t'es pas questions. d'accord? Donc, j'ai plein d'autres questions. Donc, je repars aussi avec beaucoup de frustration parce que j'ai plein d'autres questions. Voilà. Euh, Alexandre et Stéphanie, votre petit mot de la fin? Vous en avez un aussi? Bah, moi, je trouve que c'est plus simple d'être en direct comme ça que de lire la feuille. La feuille, voilà, je suis plus maladroit et la spontanéité, bah, voilà, c'est un peu plus un domaine où je me sens en confiance et vu qu'on apprécie ce qu'on fait et le parcours qu'on a eu, c'est vrai que c'est facile d'en parler aussi Super. et puis on a essayé Merci. d'être, je pense, le plus transparent possible et on est content d'avoir des retours, positifs de ce qu'on fait et peut-être qu'on va encourager des gens ou ça va peut-être donner envie à d'autres de tester, en fait. Peut-être de venir nous voir et de voir comment c'est en réel, ça, je pense que ça peut s'arranger. Oui, super. Donc, Merci. ouais, très content en tout cas. Ouais. Stéphanie? Oui, très contente aussi parce que ben, nous, à chaque fois, c'est l'occasion aussi d'intégrer ce qu'on a fait, de témoigner. Ça nous permet enfin, ça nous demande d'être hyper clair et d'intégrer finalement aussi ce qu'on a fait. Et puis j'ai l'impression, en tout cas, enfin, c'est même plus qu'une impression, que vous avez bien saisi les messages que on a voulu transmettre, qui sont vraiment liés à l'expérience qu'on a vécue. Et donc, merci pour ça, merci pour vos questions. Et Super. voilà, c'était Puis très merci à sympa. Stéphanie aussi, hein, parce que heureusement qu'elle était là pour nous accompagner, parce que la Ouais. fresque, tout Ah, ça, mais ça, c'est je suis pas clair. sûr qu'on serait arrivé à un résultat, aussi Non, mais satisfaisant, entre ouais. nous, hein. Non, mais je suis vraiment très contente parce qu'il n'y a pas eu, voilà, c'est un des témoignages où vous êtes venus à plusieurs et avec plusieurs justement visions très complémentaires. Donc, c'est cette vision effectivement membre de l'équipe et ta fonction plus RH, Stéphanie, d'accompagnement NRH. Moi, j'ai trouvé ça génial. Et ben, écoutez, voilà, je suis vraiment, je vous remercie profondément de votre authenticité, de votre sincérité et de cet engagement que vous mettez autant dans la boîte et dans cette aventure que vis-à-vis de nous. Vous avez vraiment fait les choses chouettes et je suis convaincue que ça va faire des petits, tout ça. Voilà. Donc, je suis très contente de cette mise en boîte aussi pour pouvoir le partager plus largement. Ben, je vous remercie bien tous. Merci à tous, ouais, à bientôt. Merci. À Merci très Odile. bientôt. Merci à vous. Et puis voilà, je vais arrêter l'enregistrement. Et puis ben, je vous tiens au courant aussi pour l'enregistrement. Je pense que si ça vous intéresse de pouvoir